Je vais vous présenter donc le cas clinique d'une patiente de 73 ans qui a pour principal antécédent un SAOS appareillé. Elle consulte en septembre 2021 aux urgences pour une douleur épigastrique et rétrosternale atypique. Il réalise un bilan à la fois cardiologique et hépatique qui sont tous les deux normaux. Elle sort avec une consultation de gastro-entérologie programmée. Au décours de cette consultation, elle bénéficie d'une gastroscopie qui est normale, ainsi qu'une échographie qui retrouve un calcul vésiculaire et cholédocien. Il complète l'échographie par une bili-IRM, donc vous avez deux séquences sur le diapo, où on retrouve deux calculs intracholédociens et un calcul intravésiculaire. La patiente bénéficie dans un premier temps d'une cholécystectomie avant tout geste de CPRE. Du coup, en janvier 2022, elle bénéficie de sa première CPRE dans les suites de la cholécystectomie. Le geste consiste en une macrodilatation papillaire. Il y a un échec d'extraction des calculs, donc ils posent une prothèse biliaire. Et ils font une deuxième reprise en mars 2022, qui se solde de nouveau par un échec d'extraction des calculs et repose de nouveau une prothèse biliaire et adresse la patiente au CHU pour une prise en charge spécialisée. Les objectifs pédagogiques de cette présentation seront de décrire les bonnes pratiques de radioprotection, de connaître les traitements d'une lithiase biliaire compliquée et de connaître les traitements des endoscopes à haut risque infectieux. Les opérateurs seront le docteur Thibaut Degan et le docteur Camille Bazin. Les infirmières d'endoscopie seront Adeline Larmonnier et Christine Klepak. Cette présentation sera suivie de reportages de désinfection des endoscopes par les docteurs Elisabeth Mugéo et Elisa Boffi. Voilà, donc on est au bloc pour ce cas de cathétérisme biliaire avec calcul difficile. Alors on est avec Adeline et Christine en infirmière, Camille qui est avec moi, et puis en anesthésie, et le docteur Randam avec Marie pour surveiller le patient. Alors, ensuite, avant d'introduire un endoscope, on travaille avec un endoscope Olympus de la série 190, où il y a un capuchon à usage unique. Et selon une nouvelle règle, il faut regarder le bout de l'endoscope, s'assurer qu'il n'y ait pas de saleté, que les recteurs se mobilisent bien, qu'il n'y ait pas d'anfractuosité, de rayures, ce qui n'est pas le cas avant de pouvoir positionner le capuchon et de l'introduire. Donc c'est un petit capuchon en plastique, il faut maintenir un petit peu sur le côté parce qu'il peut se déchirer. Et on le descend doucement jusqu'à ce qu'il clippe, voilà, et qu'il soit en position. Voilà, donc pendant qu'on introduit l'endoscope, Adeline Larmonnier va vous expliquer les différentes règles de radioprotection à suivre pendant un cathétérisme biliaire. Donc bonjour à tous, je vais vous faire un rappel concernant la radioprotection qui est l'ensemble des données qui visent à protéger les personnes contre les rayonnements ionisants. Donc il faut savoir que les rayons X ont deux effets. Le premier, c'est l'effet déterministe dit à court terme, donc par exemple la nécrose de la peau suite à une irradiation, et les effets stochastiques qui sont des effets à long terme, qui sont aléatoires, incertains et indépendants de la dose délivrée, donc par exemple le cancer. Donc pour limiter tous ces risques, il y a la radioprotection qui existe. Donc le code du travail a dit que pour l'endoscopie digestive, donc nous sommes dans la catégorie A, et la dose d'exposition à ne pas dépasser par an est de 20 millisieverts. Donc dans le cadre d'une CPRE, la bonne conduite pour les intervenants, c'est de porter donc son dosimètre opérationnel, le dosimètre passif, les tabliers de plomb, qui sont adaptés à la morphologie des professionnels. Et enfin, le cache-thyroïde. Voilà. Il faudra ensuite éviter de mettre les mains dans le champ et il faudra surtout pour les intervenants qui sont proches du patient s'éloigner tant que possible, à savoir que lorsqu'on se rapproche de 10 cm, la dose elle est multipliée par 100. Là, on va passer à la radioprotection du patient qui est très importante aussi. Donc les bonnes pratiques sont les suivantes. Utiliser une scopie pulsée et un programme adapté au patient. Donc ici, nous avons une scopie continue, mais dont les paramètres ont été diminués à 30 images par seconde. Ensuite, il faudra rapprocher le plus possible le patient de l'amplificateur de brillance. Ça consiste à réduire le champ d'exposition au maximum, car la dose délivrée dépend de la corpulence ainsi que de la taille du champ d'exposition du patient. Il ne faudra jamais mettre un tablier de plomb dans le champ. Il faudra zoomer le moins possible. Le fait de zoomer augmente la dose délivrée au patient.
Et ensuite, il faudra utiliser la scopie que lorsque c'est nécessaire. Et enfin, il faudra noter la dose de rayons reçus dans le compte-rendu. Alors maintenant que vous savez tout sur la radioprotection, nous on a pu se mettre en place en face de la papille. On a fait un premier repérage scopique qui montre cette double queue de cochon qui a été mise en place dans le cathétérisme antérieur. Alors ça bouge un peu, si ça nous gêne on pourra éventuellement mettre un peu de glucagon. Alors on va ouvrir la dendra. Donc là tu as choisi le système de dendra pour retirer la prothèse. Qu'est-ce que tu aurais pu utiliser d'autre? On aurait pu prendre une anse éventuellement. Ouais. Ferme. Ferme. Hop. Donc une anse. Là effectivement, voilà, vu que la c'est une queue dendra de me paraissait cochon, assez simple, mais on peut tout à fait utiliser une anse. On regarde sous contrôle scopique que ça suit bien comme il faut. Voilà, on enlève bien les freins, les béquillages, on défait les recteurs et on remonte tranquillement. C'est toi qui récède. Pour récupérer la double queue de cochon. Voilà. Un ballon de Fogarty. Voilà, donc on se positionne devant la papille sphinctérotomisée. On va simplement positionner le fil guide, faire une première opacification. Donc là, on travaille avec un fil guide 0,035 qui est long, c'est ça? Vous avez pris un long? Ah, vous avez pris un court, ok. Donc un court, fil court, droit ou angulé? Alors c'est un fil droit. Voilà, donc fil droit 0,035 court. On a choisi celui-là qui, même avec le spyglass, on le retient avec les recteurs et ça permet de ne pas avoir le fil dans les mains. Donc on cathétérise en haut de l'orifice de la coupe de sphinctérotomie. Sous contrôle de scopique, on va monter le fil guide. Hop, qui... Alors je pense qu'il a dû sortir. Voilà, il est là. Il est un petit peu gêné par les recteurs, donc on va se repositionner. Voilà. On va avancer le fil. Voilà, s'il veut bien monter. Alors, il y a peut-être un coin peut-être derrière un calcul. J'ai un petit problème avec le fil, voilà. Ça y est, on est parti. Le fil monte. Donc le fil monte. On va positionner le cathéter. Alors on doit être plutôt vers le cystique. On va essayer de se repositionner un petit peu mieux. Possiblement que les calculs te dévient un petit peu aussi. Hein. Alors on va... Voilà, ça va aller mieux, on est dans les voies biliaires. On voit d'ailleurs l'aérobilie à gauche, hein, ouais. Une bonne aérobilie. Voilà. Donc on va opacifier un petit peu, mais pas trop, pour pas mettre trop de produit de contraste avant de réaliser le spyglass. Peut-être monter un petit peu ma Fogarty. Le produit de contraste gêne un petit peu la visibilité, hein, parce que le spyglass progresse plutôt dans un milieu, on va dire, aquatique, voilà, avec de l'eau. Voilà, donc on voit très bien les gros calculs. Alors il y a plusieurs choses que vous allez revoir dans les suites. Là, il y a un petit topo sur les calculs difficiles, mais vous voyez tout de suite qu'on a deux facteurs. D'abord un cholédoque qui est plus fin que les calculs dans sa partie terminale, et des calculs qui sont en forme de barrique, comme c'est décrit dans les ESGE Guidelines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite partir sur une cholangioscopie avec lithotricie. Et on va, pendant qu'on sort le cholangioscope, vous présenter le petit topo des calculs difficiles. Et on vous retrouve juste après. Donc le traitement des calculs difficiles. Alors, la définition des calculs difficiles, c'est d'un calcul de plus de 15 mm qui ont une forme atypique, notamment ces formes en baril, une localisation particulière, intrahépatique ou dans le canal cystique, et une morphologie du cholédoque particulière, soit avec une partie distale fine, soit avec une angulation importante, soit avec un aspect sigmoïde. En général, quand on va réaliser une CPRE pour extraction de calcul, on a une réussite par les techniques classiques dans 90% des cas, et dans 10% des cas, on va avoir des échecs pour calculs difficiles. Les différentes techniques qu'on va avoir pour traiter les calculs difficiles sont la macrodilatation du sphincter d'Oddi, la lithotricie mécanique et la lithotricie associée à la cholangioscopie. D'abord, la macrodilatation, c'est une dilatation à plus de 12 mm du sphincter d'Oddi, avec un ballon à eau qu'on va gonfler progressivement sans dépasser la taille du cholédoque distal. Il n'y a pas plus d'effet secondaire que la sphinctérotomie endoscopique
et ça diminue le recours à la lithotricie mécanique. La lithotricie mécanique, c'est cette technique où, avec le duodénoscope, on va aller attraper le calcul dans un panier, serrer le calcul dans le panier, retirer le duodénoscope et monter une gaine métallique qu'on va accrocher à l'une de ces poignées que vous voyez à gauche de l'écran. Ensuite, on va mouliner et ça va fragmenter complètement le calcul et permettre ensuite d'extraire les différents morceaux. Enfin, la lithotricie associée à la cholangioscopie, elle se réalise durant une CPRE standard avec le passage d'un cholangioscope dans le duodénoscope pour avoir une vision endoscopique du calcul et pouvoir fragmenter le calcul soit avec une sonde laser, soit avec une sonde électrohydraulique. Une méta-analyse qui a comparé ces différentes techniques avec 19 essais randomisés montre que la technique par cholangioscopie et la technique de macrodilatation sont supérieures à la sphinctérotomie endoscopique, que la cholangioscopie était supérieure à la macrodilatation et que la cholangioscopie était supérieure à la lithotricie mécanique. En effet, seule la cholangioscopie était supérieure à toutes les autres techniques. Concernant les effets secondaires, il n'y avait pas de différence entre les différentes techniques, mais on peut voir sur la partie haute de la diapositive que la lithotricie mécanique est la seule à avoir une tendance à plus d'effets secondaires par rapport aux autres techniques. En effet, si on prend le Sucra score, qui est un score qui est bon quand on est à 1 et mauvais quand on est à 0, le classement est en faveur de la lithotricie par cholangioscopie plutôt que la lithotricie mécanique. Si on reprend donc le diagramme des ESGE Guidelines, à partir du moment où on a un calcul difficile, on va commencer en première intention par réaliser une sphinctérotomie courte avec macrodilatation ou une macrodilatation d'une ancienne sphinctérotomie, extraire les calculs, si ce n'est pas possible, proposer peut-être préférentiellement une lithotricie par cholangioscopie. Voilà, donc Christine a sorti le SpyGlass, donc elle fait extrêmement attention à la partie terminale, comme vous le voyez, afin d'éviter de traumatiser la caméra. Avant de le prendre, on va simplement mettre le petit robinet qui est dans la boîte sur la poignée du SpyGlass. Voilà, ici, ouais. Et puis on va purger le SpyGlass à l'eau aussi. Voilà. Et donc on va tout de suite, pour se libérer les mains, parce qu'on a pas mal de choses dans les mains, on va mettre le SpyGlass sur le fil guide. Et donc comme c'est un fil guide court, je vais le maintenir avec mon érecteur jusqu'à ce qu'il sorte par la poignée du SpyGlass. Voilà. Donc là on va enlever ça, ça ne va plus nous être utile. Hop. Voilà, donc on va descendre petit à petit jusqu'à ce que le fil arrive au niveau de la poignée du SpyGlass. Et comme ça, ça libère déjà Christine de toutes les choses qu'elle doit gérer à ce moment-là. Voilà, le fil est arrivé, elle va me faire un petit point fixe, mais on est arrivé au bord de l'érecteur. Donc maintenant, avant de le positionner sur la poignée, on va aller brancher le SpyGlass sur son générateur. Voilà. La lumière va s'allumer, puis on va gérer nos connectiques après. Ensuite, on va brancher le canal d'eau sur le petit cathéter bleu sur lequel il y a les 3 petites gouttes d'eau. Et il ne faut pas oublier de fermer le robinet pour éviter que l'eau nous coule sur les pieds. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir gérer notre source pour afficher le SpyGlass. Voilà. Et confirmer qu'on a bien purgé le canal du SpyGlass en mettant de l'eau. Et donc là, on a bien de l'eau qui arrive en bas. Ensuite, on va pouvoir accrocher le SpyGlass sur la poignée, mais le caoutchouc est très rigide. Il faut donc le détendre à deux ou 3 reprises. Voilà. Doucement. Parfait. Pour pouvoir le positionner plus facilement. Voilà. Et maintenant, on est en position de cathétérisme, j'ai envie de dire, standard. Donc on va monter le SpyGlass, donc, qui est assez rigide,
tout doucement. On va le sortir, on essaye de ne pas mettre des recteurs sur la caméra. Hop. Alors des fois c'est un petit peu compliqué de l'approcher, voilà. On va essayer de bien se repositionner. Et on va monter le spyglass tout doucement, voilà. Il va monter sur le fil. Voilà, donc tu mets pas des recteurs vraiment sur la zone de la caméra, mais après tu peux un petit peu t'en aider dès que la zone fragile est passée. Le moins possible, on va monter le long du fil. Voilà, le fil a fait un petit peu un effet ressort, on va un peu le retirer. On va le retirer un peu. Voilà. Voilà, tu vas me faire un petit point fixe sur le fil. Parce que j'ai du mal à monter. Voilà. Donc là, ton spyglass monte mieux. Le spyglass est en train de monter. Voilà, je suis au niveau des premiers calculs. Ouais. Et donc, on va pouvoir afficher l'image de la cholangioscopie. Voilà. Donc, on ne voit pas grand-chose pour le moment. On va irriguer d'eau pour mettre en évidence ce calcul qui est responsable des symptômes de la patiente. Alors l'image va s'éclaircir petit à petit. Donc il y a encore un petit peu le résidu de contraste là, qui fait un côté un peu huileux, là, d'où l'intérêt effectivement de bien irriguer avec de l'eau. Là pour l'instant tu maintiens ton fil guide en place pour te positionner, mais après tu l'enlèveras pour pouvoir faire passer ta sonde de lithotricie. Oui, puis pour avoir un petit peu de... Voilà, on est contre le... Pour avoir un petit peu plus de mobilité avec le spyglass, parce que là je suis bloqué par le fil, donc d'ailleurs on va le retirer maintenant. Oui, le fil peut avoir tendance à plaquer un peu, donc on a effectivement moins de mobilité dessus. Donc là maintenant que tu es bien monté, tu te permets d'enlever le fil, parce que tu sais que tu ne vas pas te faire expulser. Exactement. Donc là effectivement on a une voie biliaire un peu sale. Voilà, donc on commence à bien voir les voies biliaires, là, donc on est au-dessus des calculs. Hein. Mais là on est sur la bifurcation. Voilà, si on regarde au calcul, voilà, on est à la bifurcation, on va descendre petit à petit. Et on va faire les calculs du plus distal jusqu'au plus proximal. Donc on va passer le premier calcul qu'on va voir. Voilà, qu'on a vu passer à l'écran là 1 seconde. Voilà, il est là. Donc un calcul noirâtre. Voilà. Donc celui-là, ça va être le premier qu'il va falloir casser. Le dernier, pardon, qu'il va falloir casser, parce que je suis en train de descendre. Hop. Ah oui, donc là, ça doit être le cystique. Voilà, on voit le cystique qui apparaît là. On va essayer de se poser. Voilà. Et donc là, on a notre deuxième calcul, qui est donc le plus bas, qu'on va casser en premier. Donc il se mobilise bien. Donc ils bougent bien, puisqu'ils sont dans une zone du cholédoque qui est assez dilatée. Donc on va prendre la sonde de lithotricie électrohydraulique. Donc il n'y a pas de différence dans les études. Nous, on a pris celle-là pour des raisons pratiques. Donc la sonde électrohydraulique, elle fonctionne, c'est des impulsions qu'on fait dans l'eau. Il va falloir qu'on arrive à se positionner en face du calcul. Pas au contact, mais hop, et voilà, je me suis fait éjecter là. On est un peu bas. Voilà, on est dans le duodénum. On va... Ouais, en fait, on est un petit peu bas. C'est le problème du spyglass. Quand on est bas, on perd un petit peu la stabilité. Alors on va essayer de recathétériser directement avec le spyglass. On positionne facilement face à la papille. Donc tu vas tenter de recatétériser sans fil. On va essayer de cathétériser directement au spyglass. Si tu vois que tu remettras le fil, mais... Si besoin. Oui. Bon, l'orifice de sphinctérotomie est large, donc on peut espérer qu'on y arrive comme ça. Nickel. Ouais, donc on va essayer de garder cette stabilité si on peut, mais je suis peut-être arrivé dans ce canal. Voilà. Parfait, donc tu as réussi à te repositionner sans le fil. Donc on est de nouveau sur ton calcul peut-être même un petit peu mieux positionné finalement. Donc tu vas ressortir ta sonde qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, elle a un petit embout métallique.
On va se Donc là, mettre au t'es contact face. du calcul juste 1 mm avant le calcul. Donc là, on est pas mal. Donc on est en impulsion 15 impulsions, puissance moyenne. Et on va envoyer ces impulsions, vous voyez, comme ça, de manière répétée sur le calcul. Afin de le fragmenter. Voilà. Donc on voit déjà Alors qu'il y a on des perd, petits hein, c'est débris. normal, on perd l'image. On perd l'image au moment où on envoie les impulsions. Et j'espère qu'on va voir le calcul se fragmenter. De temps en temps, remettre un petit peu d'eau. Oui, Je- donc pas hésiter à mettre de l'eau, en tout cas, ça c'est le message pour pouvoir se dégager et avoir une meilleure visibilité, notamment quand le calcul se fragmente, hein, où on peut être gêné par des débris qui flottent. Voilà. Les Alors là, calculs je qui ont vais- l'air assez durs. Hein. Ça a l'air de ne pas être ultra efficace pour l'instant, mais Ouais, je bon. désespère pas. Non. On a le droit à plusieurs impulsions. Oui. Là pour l'instant j'ai assez d'eau, j'en remets pas pour éviter de faire tourner le calcul et toujours agir sur le même endroit. Les calculs ont l'air assez noirs, pigmentaires, assez durs. Hein. Assez dur, ouais. On va essayer de remonter celui-là. Alors je suis à nouveau, hein, on est vraiment dans une situation un petit peu instable. Avec des calculs qui Finalement, sont parce un que- peu bas, ouais. Parce que je n'insuffle pas du tout. Mm. Et finalement on est gêné. Hop. C'est pas grave, on va refaire jusqu'à ce qu'on arrive à casser ces calculs. Voilà, donc à chaque fois en fait on repousse ce calcul quand on vient se positionner. Ouais, en fait, tu es très bas, donc ce qui fait que tu as une situation, enfin, Et dès qu'il position descend, un peu instable, quoi. c'est à se demander pourquoi il ne passe pas d'ailleurs. Bah oui, Oh. avec une implantation du cystique basse, hein, qu'on voit tout de suite. Et ouais, j'ai été si tu remets un peu d'eau, est-ce que ça te le repousserait pas vers le haut C'est ce que j'essaye, voilà, exactement. En fait, il roule sur lui-même, mais... Dans cette zone-là, le cholédoque est assez dilaté. Et Ah oui. on a Il n'est pas effectivement- impacté, en fait, le calcul, donc... Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir une efficacité pour l'instant majeure. Mais ça y est, on va peut-être commencer. Voilà, on commence à voir là, vous voyez, un petit trou qui s'est fait. Oui. Des dans le impacts. Ah, ça y calcul. est, tu es en train de le trouver. Là, on voit au fur et Voilà. à mesure l'orifice qui augmente de taille. Donc là, ta Donc on va essayer stratégie, de c'est s'acharner d'essayer sur cette zone-là. de taper toujours au même endroit pour le fragiliser, le fragmenter, Oui, alors en sachant que comme il roule, Oui. finalement... dans la mesure du possible. Toujours évidemment. regarder de temps en temps le bout de la sonde qui peut s'abîmer. Et ce qui va être... ce qui Voilà. nécessite de changer la sonde. Là, on a quand même un peu de la On boue, a de la là, boue qui donc sort. c'est que, a priori, quand même efficace. Alors là, la sonde vient de sonner, on est arrivé au nombre d'impulsions max. On va la débrancher, la rebrancher. Après avoir inspecté le bout, là, on voit que le bout est encore tout à fait valable. Et donc on va pouvoir réallumer la sonde et la réutiliser. Hop, on se retrouve à nouveau éjecté, vraiment systématiquement. On a peu de temps, c'est... En fait, l'accès à la voie biliaire se fait voilà, très très haut. Et ça nécessite d'ouvrir un peu la main et de se mettre en position instable pour positionner le spyglass face au calcul. Donc là, on a fait une petite manœuvre, on dit juste avant là sur la sonde, qui effectivement s'était mis en pause, vérification. Donc tu as bien vérifié le bout qui n'était pas abîmé, donc on s'est permis de la débrancher, de la rebrancher, de relancer l'appareil. Si après la sonde est abîmée et n'est plus utilisable, on changera de sonde et on peut être amené à utiliser plusieurs sondes pour les mêmes patients, hein, quand les calculs sont récalcitrants. Voilà, c'est pas inhabituel d'utiliser plusieurs sondes pour le même patient. Il semblerait que ça va être le cas ici.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la puissance des impulsions. Hein. Tu veux que j'appuie? Ouais. Je te laisse, Alors je mets à haut. Ouais, ce qui a l'air peut-être un peu plus efficace vu le sédiment là qui nous revient dessus. Tu as fait un petit trou central là. Ouais, ça a l'air pas mal. Oh. Ah ouais. Alors Par voilà, contre, là, vous voyez, la sonde, sonde ouais. est cassée. Donc on va Clairement. changer de sonde. Donc Voilà. faut pas insister sur Donc, je une vais juste sonde mettre, j'allais dire pause. mais c'est cassée. bon. Voilà, donc on est de nouveau face au Voilà, calcul. on va donc pas trop bouger. La sonde devrait sortir cette fois-ci puisque Voilà, super. on l'a sortie dans le canal. Voilà, on se positionne. Donc là, on est toujours en puissance haute. Hein. Donc on a bien un effet, hein, mais Oui, bien sûr, on voit bien qu'il y a du sédiment là qui flotte. Hein. Après, parfois, ça se fragmente d'un coup, hein, donc bon, faut savoir être patient. voilà, on voit les petits impacts hein, qui se font sur la sonde, petit à petit. Et on voit les trous là sur le calcul. Ah, on a beaucoup de sédiments. On va vraiment essayer d'empêcher le calcul de passer en dessous du spyglass, hein, parce qu'à chaque fois qu'on descend, on se retrouve éjecté. Malgré tout, il essaye. Les calculs sont vraiment très très durs là. Hein. C'est rare qu'on ait eu à faire face à des choses comme ça. Et voilà. C'est assez répétitif. Situation. Hein, on va redébrancher et rebrancher la sonde. Vas-y, rebranche. Ok, on relance. Voilà, la sonde est opérationnelle. On en a 3, mais... Vraiment du mal à avancer la sonde. Hein. Calcul récalcitrant. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. On a l'impression d'avoir fait des choses à ce niveau-là, mais pas toujours puisqu'il tourne, on est... Je vais m'acharner dans ce trou-là, j'espère qu'il va finir par céder.
quand même l'impression que là, tu es plutôt efficace. Hein. Ouais, on arrive à creuser, mais on n'a pas cette espèce de couche habituelle qu'on peut voir dans les calculs cholestéroliques, qui, une fois qu'on a passé la partie superficielle, se fendent en deux. Là, on a vraiment l'impression que ce calcul est... Que tout le calcul est dur à casser, ouais. Et donc, il va falloir être un petit peu persévérant. Alors, notre sonde est cassée. Voilà, on va... Allez, on va rechanger une dernière fois, parce qu'on a quand même vu qu'on a creusé ce calcul. Donc, il faut espérer que la troisième nous permette d'arriver à bout de ces calculs-là. Et puis, si la troisième ne fonctionne pas, je pense qu'on changera de stratégie. Donc, on voit notre point d'impact là-bas. Je vais venir me mettre au contact. Alors, je bouge pas trop le spyglass parce que, comme vous l'avez compris, je suis très instable dans le duodénum. Voilà. Alors, on a eu une efficacité sur ce calcul-là qui s'est cassé. Ça paraît quand même un peu insuffisant. Après, ça n'est qu'un seul des calculs sur les deux qu'on a à traiter. On essaye de se positionner vraiment sur la zone fragilisée pour ne pas se refaire toute la coque à chaque fois. Voilà, on a quand même un fragment supplémentaire là. Voilà, on a quand même une efficacité là qui commence à... On a ce calcul qui a été cassé en 3. Voilà, on va repasser sur l'image d'endoscopie, réaspirer l'eau et les débris qu'on a mis en place, qu'on a évacué du cholédoque. Reprendre la Fogarty avec son fil. Voilà, on va opacifier un petit peu. Voilà, donc on se repère en scopie. On repositionne. Voilà, ça semble effectivement compliqué. Gonfle. Voilà, donc on fait un petit mouvement de torque vers le bas, mais il n'y a que le ballon qui passe, dégonfle. Hop. Voilà. On a vraiment effectivement du mal à passer la papille qui a pourtant été déjà macro-dilatée. On va prendre un panier d'extraction avec laquelle on peut faire de la lithotricie mécanique. Donc je pense que si on arrive à casser le calcul du bas qui est le plus volumineux là, on arrivera ensuite à extraire les autres débris qui sont au-dessus. Alors on peut la couper celle-là. Hop. Oui, c'est la poignée qui va avec, elle ferme. Donc là on va utiliser une anse panier de chez Boston qui permet de faire de la lithotricie intracanalaire. Voilà. Voilà, ouvre. On va ouvrir au-dessus du calcul. Non. Il est assez fuyant.
Voilà, donc on va faire des petits mouvements pour essayer de prendre ce calcul dans le panier, qu'on va essayer de fermer doucement. Alors, hop. Oui, on a eu un petit débris, mais on n'a pas eu le calcul qu'on veut casser. Réouvre. Dans le cystique, donc voilà, ferme. Donc là on a un trajet uniquement cystique. Voilà. Ouvre. Voilà, alors donc on a bien des calculs qui sortent, on a eu de la boue qui sort. Voilà, on va repositionner notre fil, opacifie. Alors on a vraiment ce moulage là. Il va sûrement falloir d'autres séances, hein. Je pense que... Voilà, on le repère, c'est bon. On va reprendre la dormia qu'on va monter sur le fil cette fois-ci. On va éviter de remettre des calculs dedans, hein, mais on voit bien le calcul fragmenté là qui est sorti. Donc on a quand même eu une petite efficacité, même si elle n'est pas complète. Ouvre. Voilà, donc on va ouvrir le panier au-dessus du calcul qui nous pose problème. Ferme, je n'arrive pas à passer autant que je veux. Voilà. Ouvre. On n'arrive pas à le prendre, hein. Ferme. Alors on va essayer peut-être avec un panier plus large. On va utiliser une anse de cou qui est plus large, de 30 par 60 mm, qui permettra pas de faire de la lithotricie intracanalaire, mais qui permettra de faire de la lithotricie mécanique hop, avec les poignets. Hop, mais qui est un petit peu plus large et nous permettra peut-être d'attraper le calcul, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'autre. Voilà, ouvre. Voilà, donc là on a quelque chose de plus volumineux, voilà. Voilà. Ferme un peu. T'as quelque chose? Ouais. Allez, tu le tiens bien, on va voir si on peut l'accompagner déjà. Si on peut pas le faire venir, on sera... Ah, c'est l'anse qui a cassé ou... Non. Vas-y, ouvre. Non, l'anse n'a pas cassé. Ferme, on a perdu un bout de calcul. Ouvre.
ferme. On va essayer de reprendre le trajet du cholédoque. Voilà, ouvre. Hop. Doucement, voilà. Voilà, on l'a dans nos paniers, là on l'a vu. Vas-y, ferme doucement. Ah non, on le fait bouger, mais on n'arrive pas à l'attraper. Hein. Ouvre grand. Ferme doucement. Ouais. On a un ressort, on n'arrive pas à l'avoir. Bon. Donc on a une fragmentation partielle. Le plus gros calcul a été que très peu touché. Malgré tout, au vu de la conséquence en cas d'échec de chirurgie, on va se donner une autre chance. Donc on va positionner une prothèse pour assurer le drainage. Et on reprendra la patiente pour une lithotricie à distance dans peu de temps. Donc on va prendre une prothèse de métallique entièrement couverte. Hein, la patiente a pu sa vésicule, on n'a pas de problème à couvrir le canal cystique et on va prendre une 10 mm par 6 cm. Voilà, donc c'est un beau cas de calcul complexe, hein, ça faisait très longtemps que la lithotricie électrohydraulique n'avait pas fonctionné, mais voilà, on va assurer le drainage biliaire et on reprendra la patiente tranquillement. Voilà, donc pour ce qui est des prothèses, on va remonter donc sur le fil guide, son contrôle endoscopique puis scopie, sous-scopie, radioscopique. Voilà, on va monter la prothèse. On a une petite marque jaune qui va nous donner... bon, elle va être assez longue, voilà. Donc on va ouvrir tout doucement. Ouais. Voilà, donc on enlève les recteurs pour avoir une bonne réponse. Voilà. On va la redescendre un tout petit peu pour pas couvrir le heel. Voilà, on va continuer à larguer. Vas-y. Voilà, donc Christine m'annonce qu'elle est au point de non-retour pour recapturer la prothèse, mais tout se passe bien. Voilà, on va... Vas-y, continue. Hop. Voilà. Nous avons donc réalisé une deuxième séance de lithotricie endocanalaire, durant laquelle nous avons positionné la patiente en décubitus latéral gauche. La cholangiographie confirme la persistance de calculs que nous avons traités donc en lithotricie, ce qui a permis de fragmenter avec tout de même 3 sondes en utilisant des puissances hautes de lithotricie l'ensemble des calculs et d'obtenir au final une vacuité totale du cholédoque. Et donc la patiente a pu ressortir sans calcul. Je vais donner l'endoscope à Christine qui va vous expliquer le pré-traitement de ces endoscopes à risque d'infection. Et ensuite vous aurez la suite et de la prise en charge dans l'unité de désinfection d'endoscopie. Donc à la fin du geste, je prends une compresse humidifiée d'eau et j'essuie donc la gaine extérieure de l'endoscope. Voilà. Ensuite, le petit embout distal, je l'enlève. Donc ici, pour ce duodéno, donc il est à usage unique. Voilà. Ensuite, je plonge donc mon endoscope dans le réniforme où il y a de l'eau filtrée. Et je vais donc aspirer et insuffler en même temps pendant au moins 30 secondes. Voilà, une fois que les 30 secondes sont écoulées, je ressors mon endoscope et j'aspire pendant 10 secondes de l'air. Voilà, et je vais renouveler l'opération en mettant maintenant le piston d'insufflation forcée
Et je renouvelle pareil pour mettre donc en communication en fait le canal air-off. Et donc j'aspire en faisant des mouvements, en appuyant sur les deux pistons, donc le piston d'aspiration et le piston d'insufflation forcée. Pendant également 30 secondes. On ressort l'endoscope et j'aspire de l'air en laissant donc le piston d'insufflation forcée en place. Il doit tenir tout seul. S'il ne tient pas tout seul, faut le changer parce que ça veut dire qu'il est défectueux. Je retire tous les pistons. Voilà. Et après, on va acheminer donc cette boîte en salle de stérilisation afin qu'il soit nettoyé et désinfecté. Voilà, je mets des scellés pour dire en fait que l'endoscope donc est sale. Et après, avec la feuille de traça, on va aller en salle de sté pour l'acheminer. Alors là, j'ai ma feuille de traça qui est sortie. Donc je vérifie que ce soit le bon nom de la patiente. Et je l'agrave pour l'acheminer donc en salle de stérilisation. Elisabeth Mugéo, praticien hospitalier hygiéniste, responsable de l'unité de gestion des risques en endoscopie du CHU de Dijon-Bourgogne. Le socle de cette unité est tout d'abord une volonté de centraliser tout le traitement de désinfection de tous les endoscopes souples de l'établissement. C'est une mission complètement transversale qui est constituée de 4 sites de production, c'est-à-dire 4 sites de traitement de désinfection, avec des responsables identifiés, tant sur le plan médical que paramédical, et surtout une optimisation de la sécurité pour le patient. Nous allons voir le process de prise en charge du traitement de désinfection d'un duodénoscope de marque Olympus de type TJF Q190V avant sa mise en laveur désinfecteur d'endoscope. Je préciserai en objectif pédagogique quelques points de vigilance. Tout d'abord, la traçabilité, c'est-à-dire la liaison entre l'acte et la prise en charge de l'endoscope sale. Traçabilité, où il faut vérifier certains points essentiels, notamment le numéro de série de l'endoscope, ça être sûr que nous avons à traiter le bon endoscope ayant servi pour l'acte tracé, et surtout récupérer le niveau de catégorisation vis-à-vis de la maladie de Creutzfeldt-Jakob du patient concerné. Le premier geste à réaliser, que vous verrez effectué par l'aide-soignante Lisa Boffy, est le test d'étanchéité. Et la particularité des duodénoscopes est cet érecteur en partie terminale qu'il faut bien penser à mobiliser pour détacher toutes les matières organiques qu'il peut y avoir dessus, dessous, sur les faces latérales par rapport à cet érecteur. Donc c'est un point essentiel de vigilance. Ensuite, dans le choix du produit détergent désinfectant, privilégier des produits enzymatiques qui sont les grands favoris pour détacher toutes ces matières organiques qui ont un bénéfice certain prouvé à l'heure actuelle. La phase d'écouvillonnage est également un point critique. Cette phase doit être minutieuse, surtout en ce qui concerne la partie terminale, bien détailler chaque partie, la partie oculaire et toutes les faces latérales de l'érecteur. Mais vous le verrez plus précisément dans la vidéo qui sera diffusée. Un autre point sensible est également l'écouvillonnage des canaux, puisqu'on nettoie, ce sont des étapes de nettoyage à l'aveugle. Nous n'avons aucun contrôle visuel sur le nettoyage des canaux. Donc l'écouvillonnage est essentiel et à Dijon, nous le réalisons au moins 3 fois de suite. Ensuite, la particularité inhérente à cet endoscope et à sa partie terminale est ce qu'on appelle le flushage, érecteur en position ouverte. La quantité également de produit iridé est importante puisqu'il faut faire 180 ml. Enfin, la dernière étape avant mise en laveur désinfecteur sera bien sûr la prise en charge du nettoyage de toutes les parties extérieures, la poignée, la gaine extérieure, encore une fois, tout cela jusqu'à l'extrémité distale. Donc j'ai reçu le duodénoscope, je vais vérifier la traçabilité, le nom du patient,
la TNC qui est négative. Dans ma traçabilité, je vais également vérifier le numéro de l'endoscope et le nettoyage précédent. Donc les scellés jaunes pour dire que l'appareil ESSAL a été utilisé. Je vérifie sur la boîte le numéro de série ainsi que le numéro de série sur l'appareil. Donc je vais béquiller la gaine distale pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et sur ce type d'appareil, il faut également mobiliser l'érecteur pour regarder s'il y a présence de fuite ou non. Donc là, je mobilise, il n'y a pas de bulle, donc il n'y a pas de fuite. Je vais pouvoir mettre mon produit, mon pré-désinfectant et commencer à écouvillonner. J'écouvillonne 3 fois les pistons. Donc j'ouvre bien ma valve, je fais bien l'intérieur. Je vais nettoyer l'embout distal. Donc 3 fois, comme cela. Trois fois en tournant. Trois fois sur la partie supérieure. Je vais nettoyer en fait 3 fois chaque face. Je vais mobiliser l'érecteur pour pouvoir faire derrière. Je remets l'érecteur et 3 fois l'extérieur, chaque face. Voilà. Je vais écouvillonner 3 fois le canal opérateur avec mon gros écouvillon et 3 fois la cage à piston. Après, je vais écouvillonner 3 fois le canal aspiration. Donc ici, nous écouvillonnons 3 fois. Ce sont les recommandations, les protocoles du CHU. Et là, je vais adapter l'irrigateur qui est spécifique au duodénoscope. Donc la partie verte sur l'optique. Il est bien adapté. Je vais prendre une seringue de 60 ml et je vais venir irriguer l'extrémité distale en position ouverte, avec l'érecteur en position ouverte. Je réaspire, le pré-désinfectant est réaspiré par l'autre côté de l'irrigateur, donc 3 fois pour faire 180 ml. 2 et 3. Et je vais faire la même chose avec l'autre extrémité. Je déconnecte mon testeur d'étanchéité hors de l'eau parce que la présence de gouttelettes pourrait abîmer l'embout. Et là, je vais venir brosser la poignée et la cage à piston, ainsi que le canal opérateur. Je vais nettoyer l'extérieur de l'appareil, du plus propre au plus sale. Donc je commence par la source de lumière, la partie qui va dans la colonne, le long de la gaine. Je repasse un petit coup sur la poignée avec la mousse, le canal opérateur et la gaine.
d'introduction. Donc je viens rincer l'appareil. Donc le LDE. Je viens placer mes pistons. Le bloqueur. Voilà, je place l'appareil et je vais connecter tous les canaux.